Mississippi, 1891. 3 Rottweilers sont lâchés dans l'obscurité pour traquer une fillette de 12 ans, nommée Amelia. Ces chiens sont des tueurs entraînés. Ils n'ont jamais échoué. Le propriétaire de la plantation s'attend à les voir revenir dans 1 heure. Peut-être 2. Traînant ce qui reste de l'enfant. Mais 8 heures s'écoulent. Puis les chiens reviennent. Andulinwan, Candido, Canigay. Totonuim tercentra. Ce qu'ils ramènent avec eux fait reculer même les hommes les plus cruels de cette plantation. Ce qui s'est passé durant ces 8 heures va révéler un secret si dévastateur qu'il ébranlera les fondations de tout ce qu'ils croyaient savoir. Et tout commence avec une fille qui n'était pas censée exister. Amelia est née en 1879. C'était 14 ans après l'abolition de l'esclavage en Amérique. Pandore. Mais à plantation Thornhill, dans les profondeurs rurales du Mississippi, personne n'a dit aux esclaves que la liberté était venue. La plantation se trouve au cœur de la forêt, à des kilomètres de toute ville, cachée derrière des bois épais et des marécages. Le shérif le plus proche est payé pour détourner le regard. Le courrier n'arrive jamais. Les visiteurs ne viennent jamais. Les 43 personnes qui vivent et meurent sur ces terres croient qu'elles sont toujours des propriétés. Elles croient que fuir signifie la mort. Elles le croient, parce que c'est ce qu'on leur dit chaque jour. La mère d'Amelia est morte en la mettant au monde. Son père a été vendu avant qu'elle ne puisse marcher. Elle a été élevée par une vieille femme nommée Ruth, qui lui chuchotait des histoires d'un monde au-delà des arbres. Ruth lui parlait d'une guerre qui était censée tous les libérer. Mais Ruth lui disait aussi de ne jamais prononcer ces mots à haute voix, car Thomas Thornhill, le propriétaire de la plantation, avait tué des gens pour moins que ça. Amelia travaille dans la grande maison. Elle récure les sols. Elle transporte l'eau. Elle sert les repas, tout en se faisant dire qu'elle a de la chance de manger les restes. Elle a appris à se rendre invisible. Mais à l'intérieur, quelque chose brûle. Une question que Ruth a plantée il y a des années. Si nous sommes libres, pourquoi sommes-nous encore ici? La nuit du 14 octobre 1891, Amelia prend une décision qui va tout changer. Elle s'enfuit. Elle s'enfuit. Amelia se glisse dehors juste après minuit. Elle ne prend rien. Pas de nourriture, pas de couverture, pas de chaussures. Elle porte la robe de coton mince dans laquelle elle travaille et rien d'autre. La lune est à peine un croissant. L'obscurité est si épaisse qu'elle ne peut pas voir ses propres mains devant son visage. Mais elle court quand même. Elle court parce que rester signifie mourir lentement et courir signifie peut-être mourir vite. Mais au moins, cela signifie choisir. Elle se dirige vers l'est. Elle se dirige vers l'est. Ruth lui a dit une fois que l'est menait à la rivière et que la rivière menait aux villes où les Noirs vivaient libres. Ruth a dit que c'était 2 jours à pied Amazon, le chemin. Amelia ne connaît pas le chemin, mais elle court. Derrière elle, à la plantation, une des femmes se réveille pour aller aux toilettes extérieures. Elle remarque que la paillasse d'Amelia est vide. Elle vérifie la grande maison. Elle vérifie la cuisine. Puis, elle fait ce que la peur lui dicte. Elle réveille le contremaître. Son nom est
C'est un homme qui sourit quand il fait du mal aux gens. Il supervise la plantation Thornhill depuis 9 ans. Il a attrapé des fugitifs auparavant. Il aime ça. Cyrus marche lentement vers l'enclos des chiens. Cyrus marche lentement vers l'enclos des chiens. 3 Rottweilers se tiennent derrière la porte de fer. Leurs noms sont Brutus, César et Néron. Ils pèsent plus de 45 kilos chacun. Ils ont été entraînés depuis qu'ils sont chiots à traquer et attaquer. Cyrus les nourrit de viande crue et les garde affamés. Il apporte la couverture d'Amélia de sa paillasse. Les chiens la reniflent. La reniflent. Leurs yeux se fixent sur l'odeur. Cyrus ouvre la porte. Trouvez-la, dit-il. Les chiens se précipitent dans la nuit. Amélia les entend. Elle est peut-être à 1 kilomètre dans les bois quand les aboiements commencent. Distants au début, puis plus proches, puis si proches qu'elle peut entendre leurs pattes marteler la terre. Elle court plus vite. Les branches déchirent son visage et ses bras. Les épines lacèrent ses pieds. Elle ne peut pas voir où elle va. Elle trébuche sur des racines et des pierres et continue à se relever. Les aboiements se rapprochent. Elle arrive à un ruisseau. L'eau est froide. Ruth lui a dit que l'eau pouvait cacher son odeur. Amélia plonge dedans. Le courant la tire. Vers la Minde. Never. Ne l'utilise. Le courant la tire vers l'aval. Elle s'agrippe à un rocher et s'y accroche. L'eau trempe sa robe et la rend lourde. Elle reste là, l'eau jusqu'à la poitrine. Frissonnante. À l'écoute. Les aboiements s'arrêtent. Pendant un moment, il n'y a que le son du ruisseau et son propre cœur battant dans ses oreilles. Elle attend, elle ne bouge pas. Puis, elle l'entend renifler. Les chiens sont au bord du ruisseau, juste en amont. Ils font les 100 pas. Ils essaient de retrouver l'odeur. Amélia glisse plus profondément dans l'eau. Elle laisse le courant l'emporter plus loin, en aval. Elle garde sa tête juste au-dessus de la surface. Le froid engourdit ses doigts. Elle ne sent plus ses pieds. Mais elle continue. Les chiens retrouvent l'odeur. Ils plongent dans le ruisseau. Ils descendent le courant. Amélia se tire sur la rive opposée et recommence à courir. Sa robe colle à son corps. Chaque pas est comme traîner des pierres. Ses jambes ont des crampes. Ses poumons brûlent. Ses poumons brûlent, mais elle ne s'arrête pas. Elle court encore 1 heure, peut-être plus. Le temps disparaît. Il n'y a que la course et le son des chiens qui se rapprochent à nouveau. Elle ne sait pas où elle est. Les arbres se ressemblent tous. L'obscurité avale tout. Elle est perdue. Puis elle le voit. Une cabane. Une cabane. Elle se trouve dans une petite clairière, à moitié effondrée, couverte de lianes. Le toit est effondré d'un côté. La porte pend de ses gonds. Elle a l'air abandonnée. Amélia s'en fiche. Elle court à l'intérieur et tire la porte cassée derrière elle.
Elle presse son dos contre le mur et glisse jusqu'au sol. Sa poitrine se soulève. Tout son corps tremble. Les aboiements sont proches maintenant, peut-être à 50 mètres, peut-être moins. Amelia regarde autour de la cabane. Il n'y a rien à l'intérieur. Pas de meubles, pas d'outils, juste de la terre, du bois pourri et des ombres. Elle rampe dans le coin le plus éloigné de la porte et se recroqueville en boule. Elle ferme les yeux. Elle prie pour la première fois depuis des années. Elle ne sait pas si Dieu écoute les filles comme elle, mais elle prie quand même. Les aboiements s'arrêtent à nouveau. Elle entend les chiens dehors. Elle entend leurs griffes gratter contre les murs de bois. Elle les entend renifler par les fentes de la porte. Elle retient son souffle. Puis l'un d'eux aboie, un son aigu et vicieux. Ils l'ont trouvé. La porte explose vers l'intérieur. Brutus passe en premier. Ses dents sont découvertes. Ses yeux sont sauvages. César et Néron le suivent juste derrière. Ils remplissent la petite cabane de grognements et de claquements de mâchoires. Amelia crie. Elle se presse dans le coin. Il n'y a nulle part où aller. Brutus bondit. Puis, quelque chose se passe. Le sol cède. Amelia tombe à travers le bois pourri et chute dans l'obscurité. Elle frappe le sol durement. L'air est expulsé de ses poumons. Elle halète, tousse et essaie de comprendre où elle est. Au-dessus d'elle, elle peut entendre les chiens aboyer et griffer le trou par lequel elle est tombée. Mais ils ne suivent pas. Le trou est trop petit. Amelia est dans une cave. C'est noir comme de l'encre. Elle ne peut rien voir. Elle tâtonne avec ses mains. Les murs sont en terre. Le sol est en terre. Semble terre, ça sent le moisi et la décomposition. Mais c'est profond, peut-être 3 mètres. Les chiens ne peuvent pas l'atteindre. Elle s'assoit là, dans le noir, tremblante, écoutant les chiens enragés au-dessus d'elle. Des heures passent. Les chiens ne partent pas. Ils restent au bord du trou, aboyant et grognant. Le corps d'Amelia fait mal. Ses pieds saignent. Sa robe est encore mouillée et froide. Elle enroule ses bras autour d'elle-même et attend. Elle ne sait pas quoi faire d'autre. Puis les aboiements changent. Ils deviennent plus calmes. Incertains. Les chiens reniflent quelque chose. Amelia les entend s'éloigner du trou. Elle entend leurs griffes sur le plancher de la cabane. Ils sont distraits par quelque chose. Elle attend. Les aboiements s'arrêtent complètement. Silence. Silence. Amelia ne bouge pas. Elle ne fait pas confiance. Elle reste dans la cave, respirant aussi silencieusement qu'elle peut.
Des minutes passent, peut-être 1 heure. Elle ne peut plus dire. Puis, elle entend une voix. Petite. C'est une voix de femme. C'est vieille, rauque. Elle vient d'en haut, de quelque part, dans la cabane. Petite, tu es là en bas? Amélia ne répond pas. Elle ne sait pas si c'est un piège. Je ne vais pas te faire de mal. Les chiens sont partis. Tu peux monter maintenant. La gorge d'Amélia est trop sèche pour parler. Elle avale difficilement. Qui êtes-vous? Chuchote-t-elle. Quelqu'un qui n'est pas censé être ici non plus. Allez, monte. J'ai de l'eau. Amélia hésite. Amélia hésite. Puis elle lève la main et trouve un morceau de bois qui dépasse du mur. Elle l'utilise pour se hisser. Elle grimpe lentement, prudemment, jusqu'à ce qu'elle puisse voir à travers le trou. Un visage la regarde. Une vieille femme noire, aux cheveux argentés et aux rides profondes autour des yeux. Elle tend la main et aide à tirer Amélia hors de la cave. Amélia se tient debout sur des jambes tremblantes. Elle regarde autour de la cabane. Les chiens sont partis. La femme se tient devant elle, tenant une tasse en fer blanc. « Bois !» dit la femme. Amélia prend la tasse et boit. L'eau est tiède, mais c'est la meilleure chose qu'elle ait jamais goûtée. Elle boit jusqu'à ce que la tasse soit vide. Où sont allés les chiens? Demande Amélia. La femme sourit. Ce n'est pas un sourire heureux. C'est un sourire triste et sachant. Je les ai renvoyés, dit-elle. Comment? De la même manière que j'ai renvoyé tout ce qui vient me chercher. Je connais des choses. Des choses qui effraient les chiens. Des choses qui effraient aussi les hommes. Amélia la fixe. Qui êtes-vous? Mon nom est Esther. Je vis dans ces bois depuis près de 40 ans. J'étais esclave autrefois. Il y a longtemps, je me suis enfui. Ils ont envoyé des chiens après moi aussi. Mais j'ai appris à survivre. J'ai appris à me cacher. Et j'ai appris à me défendre de manière qu'ils ne comprennent pas. Les jambes d'Amélia cèdent. Elle s'assoit durement sur le sol. Est-ce qu'ils reviennent? Demande-t-elle. Les chiens? Non, pas Namé. J'ai mis quelque chose dans l'air qu'ils n'aiment pas. Une vieille magie de racines. Ma grand-mère me l'a apprise. Mais les hommes, ils viendront éventuellement. Ils viennent toujours. Ils viennent toujours. Qu'est-ce que je fais? Esther s'agenouille devant elle. Elle pose une main sur l'épaule d'Amélia. Tu te reposes, puis tu continues à courir. Mais cette fois tu cours intelligemment. Je vais te montrer le chemin. Amélia dort pendant 2 heures. Sur le sol de terre de cette cabane cassée. Quand elle se réveille, l'aube perce à travers les fissures des murs. Esther est assise près de la porte, surveillant la lisière des arbres. Elle a un couteau à la main. Il est vieux et rouillé,
mais aiguisés. « Ils vont venir bien bientôt, » dit Esther sans se retourner. Les chiens sont rentrés. Les hommes voudront savoir pourquoi ils sont revenus sans toi. Amélia s'assoit. Son corps hurle de douleur. Chaque muscle est tendu. Ses pieds sont enflés et couverts de sang. Séchés, elle les regarde et sent les larmes monter. Elle les repousse. « À quelle distance est la rivière ?» demande Amélia. « 2 jours. Si tu bouges vite. 3. Si tu ne le fais pas. Mais tu ne vas pas à la rivière. » Amélia la regarde. « Pourquoi pas ?» Disent non. Parce qu'ils savent que c'est là que vont les fugitifs. Ils auront des hommes qui attendent. Si tu vas à la rivière, tu te fais attraper. Ou pire. Alors où je vais ? Esther se tourne enfin pour la regarder. Ses yeux sont durs, mais pas méchants. Au nord, il y a un établissement à environ 4 jours d'ici. Des Noirs libres. Ils ne posent pas de questions. Ils ne rejettent personne. Mais le chemin est difficile. Des marécages, des alligators, des serpents. La plupart des gens n'y arrivent pas. La plupart des gens n'arrivent pas non plus jusqu'ici, dit Amélia. Esther sourit un peu. Tu as du feu en toi. Bien. Tu en auras besoin. Esther se lève et marche vers le coin de la cabane. Elle déplace quelques planches lâches et sort un petit sac. À l'intérieur, il y a de la viande séchée, un morceau de pain dur et une gourde d'eau. Elle le tend à Amélia. Ça te permettra de tenir 2 jours si tu fais attention. Après ça, tu devras trouver de la nourriture toi-même. Tu sais quelle plante tu peux manger ? Amélia secoue la tête. Esther soupire. Alors tu vas apprendre vite ou tu vas mourir de faim. Elle s'agenouille à côté d'Amélia et commence à envelopper ses pieds avec des bandes de tissu déchirées d'une vieille couverture. Le tissu est rêche, mais c'est mieux que rien. « Pourquoi m'aidez-vous » demande Amélia. Amélia. Esther ne répond pas tout de suite. Elle noue le tissu et se recule. Parce que quelqu'un m'a aidé autrefois. Il y a longtemps. Il y a longtemps, et j'ai juré que si j'en avais l'occasion, je ferais la même chose. C'est tout. Elle se lève et retourne à la porte. Tu dois partir maintenant. Ils arrivent. Je peux le sentir. Amélia se lève. Ses jambes tremblent encore, mais elles la soutiennent. Elle prend le sac et le passe sur son épaule. Et vous ? Alia. Je vais bien. Je vais toujours bien. Amélia marche jusqu'à la porte. Elle s'arrête et regarde Esther. Merci. Esther hoche la tête. Ne me remercie pas encore. Remercie-moi quand tu y arrives. Amélia sort de la cabane et entre dans les bois. L'air du matin est frais. Les oiseaux
commencent à chanter. Pendant un moment, c'est presque paisible. Puis, elle l'entend. Des voix poincées, des voix d'hommes. Elles sont loin, mais se rapprochent. Elle court. Esther la regarde disparaître dans les arbres. Puis elle se retourne et rentre dans la cabane. Elle s'assoit au centre de la pièce et attend. Elle a déjà fait ça avant. Elle sait ce qui va venir. 15 minutes plus tard, Cyrus Gant arrive avec 5 autres hommes. Ils ont des fusils et des torches, même si c'est le jour. Ils encerclent la cabane. Sans de leurs mains. Premier, deux, 14 Dossier 2-6. Cyrus donne un coup de pied dans la porte et entre. Il voit Esther assise là, calme comme tout. Où est-elle? Exige-t-il. Où est qui? Demande Esther. Cyrus lève son fusil et le pointe sur son visage. La fille. Les chiens l'ont traquée jusqu'ici. Où est-elle? Esther le regarde comme s'il était un enfant faisant une crise. Il n'y a pas de fille ici. Juste moi. Et je suis ici seul. Depuis des années. Vos chiens ont dû perdre la trace. Cyrus regarde autour de la cabane. Il voit le trou dans le sol. Il marche et regarde dans la cave. Elle est vide. Il se retourne vers Esther. « Tu mens. Croyez ce que vous voulez. Ça ne le rend pas vrai. » Un des autres hommes avance. Cyrus, on perd du temps. La fille est partie depuis longtemps. Allons-y. Cyrus fixe Esther pendant un long moment. Puis il baisse son fusil. Si je découvre que tu l'as aidé, je reviendrai et je ne serai pas gentil. Esther ne dit rien. Cyrus et ses hommes partent. Esther écoute leurs pas s'évanouir dans la distance. Puis, elle se lève, attrape son couteau et sort par l'arrière de la cabane. Elle aussi a sa propre course à faire maintenant. Donneur des yeux et maintenant. Amelia se déplace à travers les bois aussi vite que ses pieds cassés le lui permettent. Les bandages de tissu aident, mais chaque pas fait encore mal. Elle suit la direction qu'Esther lui a indiquée. Nord, puis vers le marécage. Vers quelque chose qui pourrait être la liberté, ou pourrait être la mort. Elle ne se permet pas d'y penser trop. À midi, les arbres commencent à changer. Ils deviennent plus épais, plus sombres. Un devin ne s'empère, un en haut. Le sol devient mou et humide. Elle peut sentir le marécage avant de le voir. Ça sent la pourriture et l'eau stagnante et les choses mortes depuis longtemps. Elle s'arrête au bord du marécage et fixe. Il s'étend devant elle comme un miroir noir. Des arbres sortent de l'eau, leurs racines tordues et noueuses. De la mousse pend des branches comme de vieux rideaux. L'eau est immobile, trop immobile. Elle sait ce que ça veut dire. Des alligators. Elle a deux choix. Traverser le marécage ou le contourner. Le contourner prendrait des jours qu'elle n'a pas. Alors, elle entre dans l'eau. C'est chaud. Ça lui arrive aux genoux. Puis, à la taille. Puis, à la poitrine. Le fond est de la boue molle
qui aspire ses pieds à chaque pas. Elle garde ses bras au-dessus de l'eau et bouge lentement. Elle ne veut pas faire de bruit. Elle ne veut pas attirer l'attention. Quelque chose frôle sa jambe. Elle se fige. Elle regarde en bas, mais ne peut pas voir à travers l'eau. Sombre, elle attend. La chose s'éloigne. Elle continue à marcher. Il lui faut 3 heures pour traverser le marécage. Quand elle se hisse enfin sur la terre ferme de l'autre côté, elle s'effondre. Tout son corps tremble. Les bandages de tissu sur ses pieds se sont défaits et ont flotté quelque part dans l'eau. Sa robe est couverte de boue et de vase. Elle sent la mort. Elle reste allongée là pendant longtemps. Le soleil se couche. Elle sait qu'elle doit bouger. Elle sait qu'elle doit trouver un abri avant la nuit, mais son corps ne répond pas. Elle est si fatiguée, si affamée. Si brisée. Puis elle entend quelque chose. Des pas. Elle se force à s'asseoir. Une silhouette émerge des arbres. Un homme. Il est noir, grand. Il porte un fusil. Elle me dit, le cœur d'Amélia se serre. Elle essaie de se lever, mais ses jambes ne fonctionnent pas. L'homme s'arrête à quelques mètres d'elle. Il la regarde de haut en bas. « Tu fuis ?» demande-t-il. Amélia ne répond pas. Amélia ne répond pas. Elle ne sait pas si elle peut lui faire confiance. « C'est bon, » dit-il. « Je ne vais pas te faire de mal. Je fuis aussi. » Il baisse son fusil et le pose par terre. Puis, il s'assoit en face d'elle. « Mon nom est Marcus. Je suis libre depuis 6 mois maintenant. » Je me dirige vers le nord, vers l'établissement. « Tu vas là aussi ?» Amélia hoche lentement la tête. « À quelle distance ?»« Nous ?» demande-t-elle. « 3 jours de plus si on bouge régulièrement. Moins si on pousse fort. Mais tu as l'air de ne plus avoir beaucoup de force en toi. »« J'y arriverai, » dit Amélia. Marcus étudie son visage. Puis il fouille dans son sac et sort un morceau de poisson séché. Il le lui tend. « Mange, tu n'iras nulle part, le ventre vide. » Amélia prend le poisson et mange. C'est salé et dur, mais c'est de la nourriture. Elle mange lentement, savourant chaque bouchée. « D'où viens-tu » demande Marcus. Plantation. Thornhill. Le visage de Marcus change. Il a l'air surpris, puis en colère. Thornhill. Cet endroit est censé être abandonné. Tout le monde sait que la guerre a libéré les esclaves. Il y a 30 ans. Pas là-bas, dit Amélia. Personne ne nous a rien dit. Personne n'est venu. On ne savait pas. Marcus la fixe. Combien de personnes sont encore là? De 43. Peut-être moins maintenant. Les gens meurent. Ils ne sont pas remplacés. Marcus se lève. Il fait les 100 pas.
On dirait qu'il veut casser quelque chose. Ce fils de... Il s'arrête. Il prend une profonde respiration. On doit dire à quelqu'un. Quand on arrivera à l'établissement, on doit dire à quelqu'un. Ils ne nous croiront pas, dit Amélia. Personne ne nous croit jamais. Ils croiront parce que je les ferai croire. Amélia le regarde. Elle veut le croire. Elle veut croire que quelqu'un s'en souciera. Mais elle a appris, il y a longtemps, que vouloir quelque chose ne le rend pas vrai. Marcus se rassoit. On va se reposer ici ce soir. Bougez à la première lumière. Je vais monter la garde. Tu dors. Je ne peux pas dormir, dit Amélia. Chaque fois que je ferme les yeux, j'entends les chiens. Les chiens sont partis. Ils reviennent toujours. Marcus ne discute pas avec elle. Il hoche juste la tête. Alors on restera éveillés ensemble. Il reste assis en silence, alors que le soleil disparaît et que l'obscurité arrive. Les bois se remplissent de sons. Les grillons, des grenouilles, des hiboux, des choses qui bruissent dans les buissons. Amélia sursaute à chaque bruit. Marcus reste calme. Mais il fait ça depuis plus longtemps qu'elle. Il sait quels sont comptes et lesquels non. Vers minuit, Marcus parle. Tu as de la famille là-bas? Non, ils sont tous partis. Morts ou vendus, je ne sais pas. Je suis désolé. Ne le sois pas. Je suis sorti maintenant. C'est tout ce qui compte. Pas ce qui compte. Marcus la regarde. Tu es forte. Plus forte que la plupart des gens que j'ai rencontrés. Mais tu vas y arriver. Tu ne sais pas ça. Si. Je le sais. Amélia ne répond pas. Elle ramène ses genoux contre sa poitrine et fixe l'obscurité. Quelque part, là-bas, Cyrus et ses hommes la cherchent. Quelque part là-bas, les chiens se reposent, attendant d'être envoyés à nouveau. Quelque part là-bas, 42 personnes vivent encore enchaînées, croyant que c'est tout ce qu'il y a. Elle pense à Ruth. Elle se demande si Ruth sait qu'elle s'est enfuie. Elle se demande si Ruth est fière ou terrifiée, ou les deux. Elle se demande si elle la reverra un jour. Elle ne se permet pas de pleurer. Pleurer n'aide pas. Ça ne fait que vous rendre faible. Et elle ne peut pas. N'être faible. Pas maintenant. Pas jamais. Alors que la nuit avance, l'épuisement finit par gagner. Les yeux d'Amélia se ferment. Elle dort assise. Sa tête reposant sur ses genoux. Elle rêve de chiens aux yeux rouges et d'hommes avec des fusils et d'une rivière qu'elle ne peut jamais atteindre. Quand elle se réveille, Marcus secoue son épaule. « On doit y aller, dit-il. Maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai entendu des voix à environ 1 kilomètre en arrière. Ils viennent par ici. » Amélia se lève. Ses pieds hurlent. Ses pieds hurlent. Elle les ignore. Combien? Je ne sais pas. Au moins
3, peut-être plus. Ils attrapent leurs affaires et commencent à bouger vite. Le soleil commence juste à se lever. Les bois sont gris et ombragés. Ils avancent vers le nord, poussant à travers des buissons épais et par-dessus des arbres tombés. Derrière eux, les voix deviennent plus fortes. Là, je vois des traces. Par ici, Amelia et Marcus courent. Comme le chapitre est rasé, ses pieds saignent à nouveau. Chaque pas laisse une marque rouge sur le sol. Elle sait qu'ils peuvent suivre ça. Elle sait qu'ils laissent une piste, mais elle ne peut rien y faire. Ils arrivent à un ravin. Il est profond et étroit, avec des côtés abrupts. Un petit ruisseau coule au fond. Marcus regarde Amelia. On doit sauter. Je ne peux pas. Si, tu peux. À 3. 1, 2 pots. 3, dos. Il saute. Amelia frappe le sol durement et roule. La douleur traverse sa cheville. Elle mord sa langue pour ne pas crier. Marcus atterrit à côté d'elle et la tire immédiatement sur ses pieds. Continue à bouger. Il trébuche le long du fond du ravin, éclaboussant dans le ruisseau. L'eau est froide. C'est bon sur les pieds brûlants. D'Amelia. D'Amelia. Ils bougent aussi vite qu'ils peuvent, mais Amelia ralentit. Sa cheville enfle. Elle boite. Sérieusement. Derrière eux, ils entendent les hommes atteindre le bord du ravin. Ils sont descendus là. Contournez. Coupez-leur la route. Marcus jure entre ses dents. Il regarde Amelia. Ebadia sensium zinadelia. Siundiane dedo. Amelia, tu peux grimper? Elle regarde les parois abruptes du ravin. Je ne sais pas. Ezer. Il trouve un endroit où la paroi est légèrement moins abrupte. Marcus grimpe en premier, puis tend la main pour tirer Amelia. Elle attrape sa main et essaie de grimper. Ses pieds glissent sur les rochers. Mouillée, elle retombe. Elle réessaie. Cette fois, elle arrive à mi-hauteur avant que sa cheville ne lâche. Elle retombe. Les voix se rapprochent. Je ne peux pas, dit Amelia. Parce sans moi. Sans moi. Non. Non, tu dois le faire. Dis-leur pour Thornhill. Dis-leur ce qui se passe. Fais-les écouter. Marcus redescend dans le ravin. Il attrape Amelia par les épaules. Pomme de la main en donnant voir. Personne n'est d'odyssée de lésiments. Je ne te laisse pas. On y arrive tous les deux, ou aucun de nous. Maintenant, lève-toi. Amelia regarde dans ses yeux. Elle y voit quelque chose qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. De la détermination, de l'espoir. Pembrochers, Moraz Wazir en lumière, Céliard le parterre. De l'espoir. De Léon Rocher. Terdin Lézera. De la croyance, elle se lève. Marcus l'aide à grimper. C'est lent, douloureux, mais ils arrivent au sommet. Ils se hissent par-dessus le bord et continuent à courir. Les voix derrière eux sont proches maintenant. Dielissaz a Ejayurundu, proche maintenant. Si proche qu'elle peut entendre des mots individuels. Si on les deux veille, Kamitertom, individuel. Je les vois. Ne les laissez pas.
Ne laissez pas. Un coup de feu retentit. La balle frappe un arbre à côté de la tête d'Amélia. L'écorce explose. Elle se baisse et continue à courir. Un autre coup. Celui-ci part loin. Ils tirent à l'aveugle, tirant sur le mouvement à travers les arbres. Puis ils traversent. D'arbres. Devant eux se trouve une clairière. Et dans la clairière, il y a des maisons, de vraies maisons avec de la fumée qui sort des cheminées. Des gens sont dehors, travaillant dans des jardins, étendant du linge. Ils s'arrêtent et fixent. Amélia et Marcus trébuchent dans la clairière. Derrière eux, les hommes traversent les arbres. 3 d'entre eux. Ils voient l'établissement et s'arrêtent. L'un d'eux lève son fusil. Ces deux-là sont des fugitifs. Ils sont notre propriété. Un vieil homme s'avance de la foule. Il est noir, avec des cheveux blancs et une barbe. Il marche avec une canne, mais sa voix est forte. Il n'y a pas de propriété ici, juste des gens libres, et vous êtes en train d'empiéter. On a le droit de récupérer notre. Vous avez le droit de partir tout de suite, avant que j'aille chercher mon fusil. Plus de gens s'avancent. Des hommes et des femmes. Certains tiennent des outils. Certains tiennent des fusils. Ils forment une ligne entre les 3 hommes et Amélia et Marcus. Les 3 hommes se regardent. Ils sont en infériorité numérique. Ils le savent. Ce n'est pas fini, dit l'un d'eux. Si ça l'est, répond le vieil homme. Les 3 hommes reculent lentement. Puis ils se retournent et disparaissent dans les bois. Les jambes d'Amélia cèdent complètement enfin. Elle tombe au sol. Marcus s'agenouille à côté d'elle. Le vieil homme s'approche et les regarde. D'où venez-vous? Plantation. Thornhill, dit Marcus. Et il y a 40 personnes de plus encore là-bas qui ont besoin d'aide. Le visage du vieil homme devient dur. Thornhill. Cet endroit est censé être parti. Ce n'est pas le cas. Et il garde des gens en esclavage, prétendant que la guerre n'a jamais eu lieu, prétendant que la liberté n'est jamais venue. La foule murmure. Le vieil homme regarde Amélia. C'est vrai, petite? Amélia hoche la tête. Elle ne peut pas parler. Elle est trop épuisée, trop brisée. Le vieil homme se tourne vers la foule. Allez chercher le shérif. Allez chercher le maréchal fédéral. Annie. On met fin à ça aujourd'hui. 2 jours plus tard,
Amelia est assise sur le porche d'une petite maison dans l'établissement. Ses pieds sont correctement bandés, maintenant. Une femme nommée Clara a lavé ses blessures avec du savon et de l'eau chaude, appliqué un baume et les a enveloppées dans du tissu blanc propre. Clara lui a aussi donné une nouvelle robe en coton bleu avec de petites fleurs jaunes. Hans, c'est la première chose neuve qu'Amelia ait jamais possédée. Elle surveille la route. Elle la surveille depuis l'aube. Marcus est assis à côté d'elle. Il surveille aussi. Ils viendront, dit-il. Le maréchal a donné sa parole. Les mots ne veulent pas dire grand-chose, répond Amelia. Cela, si. Je me suis assuré. Le vieil homme qui les a sauvés s'appelle Samuel. Il est né esclave en Alabama. Il s'est échappé quand il avait 16 ans et a réussi à aller au nord. Après la fin de la guerre, il est revenu dans le sud et a aidé à construire. Pern, Lizzie et a aidé à construire cet établissement. Il l'a appelé Nouvel Espoir. 40 familles y vivent. Maintenant, elles cultivent, elles construisent, elles vivent libres. Samuel a envoyé un message au maréchal fédéral à Jackson. Il lui a parlé de la plantation Thornhill, des gens encore esclaves là-bas, des lois bafouées. Le maréchal a promis d'enquêter, mais les promesses sont faciles. L'action est difficile. Amelia ne se permet pas de croire que quoi que ce soit va changer. Elle a appris à ne pas trop espérer. L'espoir fait plus mal que tout quand on vous l'enlève. Mais alors, elle les voit. Un groupe d'hommes à cheval descendant la route. Au moins 20 d'entre eux, le maréchal fédéral chevauche devant. Il porte un costume sombre et un badge sur la poitrine. Derrière lui, il y a des députés et des soldats. Ils portent des fusils et des papiers. Officiel. Samuel sort pour les rencontrer. Amelia et Marcus suivent. « Vous êtes Samuel ?» demande le maréchal. Dieu nié. C'est un immense endo, demande le maréchal. Je le suis. Je suis le maréchal Clayton. Donc, j'ai reçu votre message. Je suis ici pour enquêter sur ces allégations concernant la plantation Thornhill. Ce ne sont pas des allégations, dit Samuel. C'est la vérité. Et j'ai 2 témoins ici qui peuvent le prouver. Le maréchal Clayton regarde Amelia et Marcus. Ses yeux s'attardent sur Amelia. Elle n'est qu'une enfant. Mince, marquée. Ses yeux plus vieux qu'ils ne devraient l'être. « Tu viens de Thornhill ?» lui demande-t-il. « Oui, monsieur. Et tu dis que des gens y sont encore détenus comme esclaves ?» ?»« Oui, monsieur. 42 d'entre eux. Peut-être 41 maintenant, s'ils ont puni quelqu'un pour ma fuite. » La mâchoire du maréchal se serre. Il se tourne vers ses hommes. En selle. On y va maintenant. Je viens avec vous, dit Marcus. Moi aussi, ajoute Amelia. Le maréchal la regarde. Petite, tu n'as pas besoin de le faire. Si j'en ai besoin, ces gens sont ma famille.
Ils ont besoin de voir que quelqu'un est revenu. Ils ont besoin de voir que quelqu'un s'en est soucié. Le maréchal l'étudie pendant un moment. Puis, il hoche la tête. D'accord. Mais tu restes derrière nous. Ça pourrait devenir moche. Il donne des chevaux à Amelia et Marcus. Amelia n'a jamais monté avant, mais elle apprend vite. Le groupe chevauche vers le sud, vers la plantation. Und vorne, Sutter, des icelles. Nana, de la plantation, Thornhill. Ça prend la plus grande partie de la journée. Alors qu'ils se rapprochent, le cœur d'Amelia commence à battre fort. Elle ne sait pas ce qu'ils vont trouver. Elle ne sait pas si quelqu'un est encore en vie. Ils atteignent la plantation juste avant le coucher du soleil. L'endroit a l'air exactement comme elle s'en souvient. La grande maison blanche sur la colline, les petites cabanes derrière, les champs qui s'étendent dans toutes les directions. De la fumée monte des cheminées. Des gens sont encore là. Le maréchal Clayton lève sa main. Tout le monde s'arrête. Dispersez-vous. Encerclez la propriété. Personne ne part avant que je le dise. Les hommes se mettent en position. Le maréchal chevauche jusqu'à la grande maison avec 6 députés derrière lui. Amelia et Marcus restent en arrière, mais assez près pour voir. Thomas Thornhill sort sur le porche. C'est un grand homme, au visage rouge et aux cheveux gris. Il tient un verre de whisky dans une main. Il regarde le maréchal et sourit. « Puis-je vous aider, messieurs? Je suis le maréchal fédéral Clayton. » Calice, je suis ici pour enquêter sur des rapports d'esclavage illégal sur cette propriété. Le sourire de Thornhill ne bouge pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je dirige une ferme ici. Mes travailleurs sont des employés payés. C'est ça? Alors ça ne vous dérangera pas si je leur parle. Pas du tout, mais vous perdez votre temps. Le maréchal descend de cheval et marche vers les cabanes derrière la grande maison. Amelia suit à distance. Son cœur bat si fort qu'elle pense qu'il pourrait traverser sa poitrine. Les gens se rassemblent dehors maintenant. Ils ont entendu les chevaux. Ils ont vu les hommes avec des fusils et des badges. Ils se tiennent en groupe, silencieux, effrayés. Amelia voit des visages qu'elle connaît. Ruth est là. Elle a l'air plus vieille, plus mince, mais vivante. Ruth voit Amelia et ses yeux s'agrandissent. Le maréchal s'avance. Mon nom est le maréchal Clayton. Je suis un officier fédéral. J'ai besoin de vous poser à tous quelques questions. Êtes-vous détenu ici contre votre volonté? Personne ne parle. Ils se regardent. Elle les regarde. Il regarde Thornhill debout sur son porche. Il regarde Cyrus Gant, qui est apparu de quelque part avec son fusil. « Êtes-vous libre de partir quand vous voulez ?»« Non, » demande le maréchal. Toujours le silence. « Êtes-vous payé pour votre travail ?»« Rien. » Amelia ne peut plus le supporter. Elle s'avance. « Ils ont peur, » dit-elle fort. « Ils ont peur parce que s'ils disent la vérité, ils seront punis. Ils ont été punis toute leur vie pour avoir dit la vérité. » Elle marche vers le groupe. Ruth tend la main et attrape sa main. « Amelia !» chuchote Ruth. « Enfant, qu'est-ce que tu fais ?»« Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Amelia se tourne pour faire face au maréchal Clayton. Ces gens sont esclaves ici,
depuis avant ma naissance. Le père de M. Thornhill a commencé. Il nous a gardés cachés. Il nous a dit que la guerre n'avait jamais pris fin. Il nous a dit que nous étions toujours des propriétés. Il nous a battus. Il nous a fait travailler. Il a tué des gens qui ont essayé de s'enfuir. Je n'ai que 12 ans et j'ai vu 6 personnes assassinées ici. 6 personnes enterrées dans des tombes sans nom, dans ces bois. Le visage du maréchal devient pâle. C'est un mensonge, crie Thornhill depuis le porche. Cette fille est une menteuse et une voleuse. Elle s'est enfuie et maintenant elle essaie de causer des problèmes. Si c'est un mensonge, dit Amelia, alors pourquoi avez-vous envoyé des chiens pour me tuer? Pourquoi Cyrus Guin m'a-t-il chassé comme un animal? Pourquoi ces gens ont-ils des cicatrices sur le dos des fouets? Elle se tourne vers Ruth. Montrez-lui. Ruth hésite. Puis lentement, elle se retourne et soulève l'arrière de sa chemise. Son dos est couvert d'épaisses cicatrices surélevées, des vieilles et des nouvelles. Des années de coups gravés dans sa peau. Un par un, d'autres se retournent et montrent leur dos. Des hommes, des femmes, même des enfants. Tous marqués, tous brisés. Les mains du maréchal Clayton se serrent en poing. « Monsieur Thornhill, dit-il calmement, vous êtes en état d'arrestation. » Pourquoi? Ces gens travaillent pour moi, pour esclavage illégal, pour enlèvement, pour meurtre et pour violation du 13e amendement de la Constitution des États-Unis. Thornhill jette son verre de whisky. Il se brise sur les marches du porche. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, c'est ma propriété. Ce sont des êtres humains, interrompt le maréchal. Et ils sont libres? Ils sont libres depuis 1865. Et vous avez enfreint la loi fédérale pendant 30 ans. Il fait un signe de tête à ses députés. Arrêtez-le. Et arrêtez aussi ce contremaître. Cyrus Guin essaie de courir. Il ne fait pas 3 mètres avant que 2 soldats ne le plaquent au sol. Thornhill est traîné hors de son porche menotté. Il hurle et jure tout le long. Les gens des cabanes regardent en silence, stupéfaits. Puis quelqu'un commence à pleurer. Puis quelqu'un d'autre. Puis tout le monde. Mais ce ne sont pas des larmes tristes. C'est autre chose. Du soulagement, de l'incrédulité, de la peur, de la joie. Tout mélangé. Ruth tire Amelia dans ses bras et la serre fort. Tu es revenu. Chuchote Ruth. Tu es revenu pour nous. Je me suis promis que je le ferai, dit Amelia. C'est un petit penseur moi d'Amelia. Si je réussissais, si je survivais, je reviendrai. Le maréchal s'approche d'eux. Mademoiselle, je vais avoir besoin de déclarations de tout le monde ici. Ça va prendre du temps, mais je vous promets que justice sera rendue. Ces hommes seront jugés. Et vous, tous serez indemnisés pour ce qui vous a été fait. Nous ne voulons pas d'argent, dit Ruth. Nous voulons juste qu'on nous laisse tranquilles pour vivre nos vies. Vous aurez ça aussi. Je vous donne ma parole. Schéma français. Au cours des 3 jours suivants, le maréchal et ses hommes documentent tout. Ils prennent des déclarations. Ils trouvent les tombes dans les bois. Ils collectent des preuves.
Ils arrêtent 3 autres hommes qui ont aidé Thornhill à maintenir son opération. Illégal. Les gens de la plantation Thornhill reçoivent 2 choix. Ils peuvent rester et travailler la terre en tant que personnes libres, avec des droits de propriété, ou ils peuvent partir et aller où ils veulent. La plupart choisissent de rester. C'est le seul foyer qu'ils aient jamais connu. Mais maintenant, ce sera le leur. Samuel les aide à établir un conseil pour se gouverner eux-mêmes. Il les aide à remplir les documents légaux pour revendiquer la propriété de la terre. Il les aide à comprendre ce que la liberté signifie vraiment. Amelia choisit de rester. Aussi, pas à Thornhill. Elle ne peut pas vivre là-bas. Trop de fantômes. Trop de souvenirs. Mais elle reste à Nouvel Espoir. Clara et son mari la prennent chez eux. Ils la traitent comme une fille. Marcus reste aussi. Lui et Amelia deviennent des amis proches. Sage Xiong, il lui apprend à lire. Elle apprend vite. En 6 mois, elle peut lire mieux que la plupart des adultes. Elle lit tout ce qu'elle peut trouver. Des livres, des journaux, des documents légaux. Elle veut comprendre le monde. Elle veut s'assurer que personne ne pourra plus jamais lui mentir. Le procès de Thomas Thornhill a lieu 8 mois plus tard. Amelia témoigne. Ruth aussi, tout comme 12 autres personnes de la plantation. Le jury délibère moins de 2 heures. Coupable. Sur tous les chefs d'accusation. Thornhill est condamné à 20 ans de prison. Il y meurt après 18 mois. Crise cardiaque. Cyrus Gant reçoit 15 ans. Il en purge 12 avant d'être libéré. Il disparaît après ça. Personne ne sait où il est allé. Personne ne s'en soucie. Les 3 Rottweilers ne sont jamais retrouvés. Certaines personnes disent qu'ils sont devenus sauvages dans les bois. D'autres disent qu'ils ont été abattus. Amelia ne demande jamais. Elle ne veut pas savoir. 5 ans après son évasion, Amelia se tient sur le porche de sa propre petite maison, à Nouvel Espoir. Elle a 17 ans maintenant. Elle est plus grande, plus forte. Les cicatrices sur ses pieds se sont estompées, mais n'ont jamais disparu. Elle les porte comme des rappels. Ruth vit 2 maisons plus loin. Elle est plus vieille maintenant, mais en meilleure santé. Elle sourit plus. Elle a commencé un petit jardin et passe ses journées à s'en occuper. Elle dit que ça fait du bien de faire pousser quelque chose pour soi-même au lieu de quelqu'un d'autre. Marcus a épousé une femme de l'établissement. Ils ont un petit garçon. Marcus travaille comme charpentier et aide à construire de nouvelles maisons à mesure que plus de gens arrivent. Nouvel Espoir grandit. Amelia travaille comme enseignante. Elle apprend aux enfants à lire et écrire. Elle leur enseigne leurs droits. Elle leur enseigne leur histoire. Elle s'assure qu'ils savent ce qui a été fait à leurs grands-parents et arrière-grands-parents. Elle s'assure qu'ils savent ce que la liberté a coûté. Un soir, une jeune fille vient la voir après la classe. « Mademoiselle Amelia, dit la fille, c'est vrai que vous avez fui des chiens ?
C'est vrai. C'est vrai. Vous aviez peur? Amélia s'agenouille pour regarder la fille dans les yeux. J'étais terrifiée à chaque seconde. Mais j'ai couru quand même. Tu veux savoir pourquoi? La fille hoche la tête. Parce qu'avoir peur ne veut pas dire que tu ne peux pas être courageuse. Avoir peur signifie juste que tu es encore en vie. Et tant que tu es en vie, tu peux choisir. Tu peux choisir d'abandonner ou tu peux choisir de continuer. J'ai choisi de continuer. Et c'est ça qui a fait toute la différence. La fille sourit et court rejoindre ses amis. Amélia la regarde partir. Elle pense à cette nuit, il y a 5 ans. Les chiens, l'obscurité, la terreur. Elle pense au choix qu'elle a fait. Le choix qui a tout changé. Elle pense aux 42 personnes qui sont finalement libres parce qu'une fillette de 12 ans a décidé qu'elle préférait mourir en courant que vivre enchaînée. Elle pense à toutes les personnes qui ne connaîtront jamais leur nom. Toutes les personnes qui ont couru et n'ont pas réussi. Toutes les personnes qui sont mortes en croyant que la liberté n'était qu'un mensonge. Et elle se fait une promesse. La même promesse qu'elle se fait chaque jour. Chaque jour, se souvenir d'eux, les honorer, s'assurer que leur souffrance signifie quelque chose. S'assurer que ça ne se reproduira plus jamais et le soleil se couche sur nouvel espoir. De la fumée monte. Des enfants jouent dans les rues. Des gens sont assis sur leur porche et parlent et rient. Ce n'est pas parfait. Rien ne l'est jamais. Mais c'est à eux et c'est libre. Et c'est tout. La liberté n'est pas donnée. Elle est prise. Mais elle est combattue. Elle est gagnée avec du sang, de la douleur et des sacrifices. Mais une fois que vous l'avez, une fois que vous comprenez vraiment ce qu'elle signifie, vous ne pouvez jamais revenir en arrière. Vous ne pouvez jamais ne plus voir la vérité. Vous ne pouvez jamais ne plus savoir que vous avez le droit de choisir votre propre chemin. La plus grande arme contre l'oppression n'est pas la violence. C'est le refus d'accepter le mensonge. Le refus de croire que vous êtes moins qu'humain. Le refus d'accepter que vos chaînes sont permanentes. Amélia avait 12 ans quand elle a appris cette leçon. Elle était petite et faible et effrayée. Mais elle avait quelque chose que ses ravisseurs ne pourraient jamais lui prendre. La connaissance qu'elle méritait mieux. Et le courage d'agir. En conséquence, ce courage a sauvé 43 vies, y compris la sienne. Et il y a prouvé quelque chose que les tyrans ont toujours craint. Qu'une personne, armée de rien d'autre que la vérité et la détermination, peut briser un système construit sur des mensonges. Amélia a couru dans l'obscurité, ne sachant pas si elle survivrait, mais elle a couru vers la lumière. Vers la liberté. Vers la liberté, vers l'espoir. Et elle réussit. Pas parce qu'elle était spéciale, mais parce qu'elle a refusé d'accepter qu'elle ne l'était pas.